Welcome to our channel, where you learn French through fun and inspiring stories. Quand nos regards se sont croisés, je m'appelle Lina, et aujourd'hui je vais raconter mon histoire, une histoire douce et triste à la fois, pleine de peurs silencieuses, d'amour profond et d'espoir lent, une histoire qui ressemble à un long épisode d'un feuilleton, où chaque jour change tout sans bruit. Je suis une fille simple, je viens d'un quartier discret, je n'ai jamais rêvé de richesse ni de pouvoir, je voulais seulement une vie calme, avec un travail honnête, un petit appartement lumineux et des matins tranquilles, mais la vie avait d'autres projets pour moi, des projets que je ne pouvais pas imaginer. Le jour où tout a commencé, le ciel était gris et mon cœur était lourd, parce que je venais de perdre mon emploi, et je marchais lentement dans la rue, avec des pensées longues et confuses, quand soudain je suis entrée dans un café élégant où je n'allais jamais, seulement pour me cacher du froid et du bruit du monde. Je me suis assise près de la fenêtre, j'ai commandé un café simple, et j'ai regardé les gens passer, quand j'ai senti une présence forte mais calme, une présence qui ne faisait pas de bruit, mais qui remplissait tout l'espace. Et quand j'ai levé les yeux, je l'ai vu. Il s'appelait Adrian, mais je ne le savais pas encore, et il n'était pas un homme ordinaire. Il était le chef d'un grand réseau, un homme respecté et craint, mais ce jour-là, je n'ai vu que ses yeux profonds, fatigués et mystérieux. Des yeux qui semblaient porter 1000 secrets et une solitude immense. Nos regards se sont croisés, et le temps a ralenti doucement, comme si le monde avait décidé de nous laisser seuls, et j'ai senti mon cœur battre plus vite, non pas par joie, mais par une peur étrange, une peur douce qui me disait que ma vie venait de changer. Il n'a pas souri, il n'a pas parlé, mais il m'a regardé longtemps, avec une attention calme, presque protectrice, et moi, sans comprendre pourquoi, je n'ai pas détourné les yeux, même si une voix dans ma tête me disait de partir. Quelques minutes plus tard, il s'est levé et il est sorti, et j'ai pensé que ce moment allait disparaître comme un rêve. Mais avant de partir, il s'est arrêté près de ma table, et il a dit doucement, avec une voix grave et lente, que je n'oublierai jamais que j'avais un regard sincère et rare. Je suis restée seule, confuse, avec un cœur encore plus lourd, mais aussi avec une chaleur étrange à l'intérieur, et je ne savais pas encore que cet homme allait entrer dans ma vie comme une tempête silencieuse. Les jours suivants, je pensais souvent à lui sans raison claire, et cette pensée me faisait peur, parce que je sentais une attirance forte, presque dangereuse, et en même temps une tristesse profonde, comme si je savais déjà que cette histoire allait être difficile. Une semaine plus tard, je l'ai revu, par hasard ou par destin, devant mon immeuble. Et cette fois-ci, il m'a parlé plus longtemps, avec des phrases simples mais longues, pleines de respect et de contrôle, et il m'a proposé de marcher un peu. Je savais que je devais dire non, mais ma voix n'a pas obéi à mon esprit, et j'ai accepté, sans savoir que ce simple pas allait m'emmener très loin, dans un monde que je ne connaissais pas. Pendant cette promenade, il m'a parlé de solitude, de responsabilités lourdes, de choix difficiles, sans jamais expliquer clairement son travail, et moi je lui ai parlé de mes rêves simples, de mes peurs, de ma fatigue, et il m'écoutait comme si chaque mot était important. Je sentais déjà une tension étrange entre nous, un mélange de peur et de désir, une attraction forte mais silencieuse, et je comprenais que cet homme n'était pas libre, et que moi non plus je ne le serais plus si je continuais. Quand il m'a raccompagnée chez moi, il a dit que me connaître était dangereux pour lui, mais que m'oublier était impossible, et cette phrase est restée dans mon cœur comme une blessure douce. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, parce que je savais que je venais d'entrer dans une histoire sombre et lumineuse à la fois, une histoire où l'amour et la peur marchent ensemble, lentement, sans se quitter. Et ce n'était que le début. Partie 2, l'idée de la fuite. Les jours ont commencé à devenir lourds, très lourds, et même si Adrien ne m'a jamais fait peur avec des mots durs ou des gestes visibles, je sentais que vivre près de lui, aimer un homme comme lui, était déjà une prison invisible,
silencieuse et profonde. Je continuais à le voir, souvent dans des lieux calmes et discrets, toujours choisis avec soin. Et chaque rencontre était douce en apparence. Mais à l'intérieur de moi, une inquiétude lente grandissait, parce que je comprenais peu à peu que sa vie n'était pas une vie normale, et que la mienne ne le serait plus jamais si je restais. Quand il parlait, il contrôlait chaque phrase, chaque silence, et moi je l'écoutais avec attention, mais aussi avec une fatigue nouvelle, car je devais toujours réfléchir avant de parler, toujours mesurer mes mots, toujours cacher mes émotions vraies, et cette tension constante me faisait perdre le souffle. Je me suis mise à penser souvent, très souvent, à la fuite, pas une fuite rapide ou dramatique, mais une fuite lente, discrète, presque invisible, comme disparaître doucement de sa vie, sans bruit, sans explication longue, parce que je savais qu'expliquer serait trop difficile. La nuit, seule dans mon lit, je regardais le plafond pendant des heures, et mes pensées tournaient sans arrêt, me disant que l'amour ne devait pas être une peur permanente, que le cœur ne devait pas battre par inquiétude chaque fois qu'un téléphone sonnait, et que vivre avec un homme puissant voulait dire perdre peu à peu ma liberté. Je l'aimais, oui, et cet amour était profond, intense et troublant, mais il était aussi lourd, comme un manteau trop épais que je ne pouvais jamais enlever, même quand j'avais besoin de respirer, et cette contradiction me faisait pleurer en silence. Parfois, je m'imaginais dans une autre ville, avec un autre nom, un petit travail simple, des matins sans tension. Et ces images me donnaient une paix étrange, mais aussi une grande culpabilité, parce que fuir voulait dire le blesser, et je ne voulais pas être la cause de sa douleur. Adrien sentait mon changement. Même quand je souriais, parce qu'il observait tout, il ressentait tout, et un jour, avec une voix calme mais lourde de sens, il m'a demandé si je pensais à partir. Et mon cœur s'est arrêté un instant. Je n'ai pas répondu clairement. J'ai seulement baissé les yeux, et ce silence était déjà une réponse dangereuse, parce qu'avec lui, chaque émotion cachée devenait plus forte que les mots. Après cette conversation, l'idée de la fuite est devenue plus réelle, plus urgente, et j'ai commencé à préparer mon esprit à un possible départ, même si je ne savais pas encore quand, ni comment, ni si j'aurais le courage d'aller jusqu'au bout. Je comprenais maintenant une chose essentielle, une vérité simple et triste à la fois. Aimer un homme comme lui, c'était accepter une vie difficile, une vie de peur douce, de contrôle invisible et de passion dangereuse, et je devais choisir entre l'amour et ma liberté. Et ce choix me détruisait lentement, jour après jour. Le plan secret. Après, j'ai commencé à changer sans le dire, doucement, presque invisiblement, comme quelqu'un qui recule lentement pour ne pas faire de bruit. Et ma première décision a été simple en apparence, mais très difficile dans mon cœur créé de la distance. Je répondais moins vite à ces messages. Je proposais moins de rencontres. Je parlais plus de fatigue, de travail imaginaire, de besoin de solitude, et même si mes mots étaient calmes, mon cœur battait fort, parce que je savais qu'avec lui, rien ne passait vraiment inaperçu. Adrien ne disait rien au début, mais je sentais sa présence encore plus forte, comme une ombre silencieuse qui ne disparaît jamais, et quand je pensais avoir gagné un peu de liberté, je le voyais apparaître, par hasard, dans une rue, dans un café, près de mon immeuble, toujours avec ce regard profond qui disait qu'il savait. Il ne me retenait pas avec des mots durs, il ne me faisait pas de promesses exagérées, mais il utilisait le silence, l'attention excessive, la protection constante, et cette douceur contrôlée était encore plus difficile à fuir, parce qu'elle me faisait douter de ma décision. La nuit, j'ai commencé à préparer mon plan de fuite, un plan très simple, presque banal, mais pour moi, il représentait une renaissance possible. Économiser un peu d'argent, chercher discrètement un autre travail, imaginer une autre ville où personne ne connaissait mon visage ni mon histoire. Je faisais tout en secret, avec peur et patience. Je cachais mes recherches, je supprimais des messages. Je souriais quand il me regardait.
alors qu'à l'intérieur je comptais les jours, les heures, les respirations avant mon départ. Mais Adrian sentait tout, même quand je ne disais rien, et un soir, pendant une promenade silencieuse, il m'a regardé longuement et il a dit, avec une voix calme mais ferme, qu'il savait que je voulais disparaître, et cette phrase a glacé mon sang sans faire de bruit. Je n'ai pas nié, je n'ai pas confirmé, j'ai seulement continué à marcher, parce que je savais que le moindre mot pouvait tout détruire, et dans ce silence lourd, j'ai compris que mon plan devait être encore plus discret, encore plus rapide. Les jours suivants, j'ai commencé à éviter les lieux habituels, à changer mes horaires, à regarder derrière moi sans raison claire, non pas parce que j'avais peur de lui, mais parce que j'avais peur de moi, peur de céder encore une fois à son regard, à sa voix, à cette illusion de sécurité. Je voulais partir sans qu'il me voie, sans adieu, sans explication, parce que rester pour expliquer aurait été plus dangereux que partir en silence. Et cette pensée me faisait trembler, mais aussi me donnait une force nouvelle. Chaque soir, avant de dormir, je me répétais que cette fuite n'était pas une trahison, mais une nécessité, que sauver mon âme était plus important que sauver une histoire impossible, et même si l'amour était encore là, profond et douloureux, je devais apprendre à choisir moi-même. Le jour du départ approchait lentement, et je sentais que quelque chose allait se briser, soit mon courage, soit son contrôle sur ma vie. Et dans ce combat silencieux, je retenais mon souffle. Partie 4. L'illusion de la liberté. Le jour du départ est arrivé plus vite que prévu. Et dès le matin, mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il pouvait trahir ma fuite avant même que je quitte l'appartement. Alors je me suis habillée simplement, j'ai pris un petit sac et je suis sortie sans regarder derrière moi. Le chemin vers l'aéroport me semblait irréel, comme si je regardais ma vie depuis l'extérieur, et chaque pas était un combat entre la peur et l'espoir, parce que pour la première fois depuis longtemps, je croyais vraiment que je pouvais m'échapper, que je pouvais recommencer ailleurs. À l'aéroport, tout allait vite, trop vite les annonces, les visages inconnus, les lumières fortes. Et moi, au milieu de ce chaos silencieux, je suivais les panneaux, je montrais mes papiers. Je respirais difficilement, mais je continuais, parce que l'idée de la liberté était plus forte que ma peur. Quand j'ai passé les contrôles et que j'ai vu l'avion par la grande vitre, mon cœur s'est rempli d'une joie fragile, presque douloureuse, et je me suis dit que cette fois, c'était fini, que j'avais réussi, que personne ne pouvait m'arrêter. Je suis montée dans l'avion, lentement, comme dans un rêve. J'ai trouvé ma place, j'ai posé mon sac, et pendant quelques secondes, très courtes mais très intenses, j'ai cru que j'étais sauvée. Puis j'ai senti quelque chose derrière moi, une présence que je connaissais trop bien, une présence calme et lourde à la fois. Et avant même de me retourner, j'ai compris. Quand j'ai levé les yeux, Adrian était là, juste derrière moi, parfaitement calme, parfaitement sûr de lui, et il s'est penché légèrement pour me parler à l'oreille, avec une voix basse, contrôlée, presque douce. Il a dit lentement que je pensais vraiment pouvoir sortir de sa vie, que je croyais pouvoir disparaître sans qu'il le sache, et chaque mot tombait comme une vérité froide. Puis il a ajouté, sans colère, sans bruit, mais avec une certitude absolue, que personne ne pouvait s'échapper de lui, surtout pas moi, parce que, selon lui, j'étais devenue sa propriété. Mon corps s'est figé, pas par peur physique, mais par choc émotionnel. Et autour de nous, les gens continuaient à s'installer, à parler, à rire, sans savoir que mon monde venait de s'effondrer doucement. Il m'a ensuite dit que je n'avais plus besoin de fuir, parce que maintenant, nous allions voyager ensemble, tous ensemble, que ce voyage n'était pas une fin, mais un nouveau début qu'il avait déjà décidé. Je n'ai rien répondu, parce que ma voix avait disparu, et je regardais droit devant moi, en essayant de comprendre comment la liberté pouvait être si proche et disparaître en un instant. La stratégie silencieuse. Pendant le voyage, j'ai senti que chaque regard d'Adrian, chaque mouvement, chaque silence était une cage invisible,
et mon esprit a commencé à travailler, calmement mais intensément, à chercher une solution qui pourrait me libérer enfin, sans qu'il s'en rende compte. J'ai compris que la force brute ne servirait à rien, et que la fuite précédente avait été trop visible, trop émotionnelle, alors cette fois-ci, je devais être subtile, silencieuse, et surtout, jouer le rôle de la fille tranquille, presque soumise, pendant que je planifiais chaque détail dans mon esprit. Je faisais semblant d'être calme, souriante, légère. Je riais doucement à ses plaisanteries. Je ne posais pas de questions sur nos destinations. Et chaque geste était calculé pour ne pas éveiller ses soupçons, tout en mémorisant les horaires, les passages, les escales possibles, et les moments où il ne serait pas attentif. Chaque nuit, dans mon lit étroit, je visualisais le plan parfait, comment prendre un taxi discret à la prochaine escale, comment utiliser l'argent que j'avais caché, comment trouver un lieu sûr, où personne ne connaîtrait mon nom ni mon visage, et cette préparation mentale me donnait une force nouvelle, un courage secret qui brûlait doucement en moi. Je parlais à Adrian comme toujours, je riais avec lui, je partageais des petites confidences anodines, mais à l'intérieur, je calculais chaque seconde, chaque pas, comme une danse délicate entre la prudence et la liberté. Je savais que ce voyage pouvait durer plusieurs heures, et que chaque minute était une épreuve, mais je sentais aussi que cette fois, j'avais une chance réelle de réussir, non pas par confrontation, mais par intelligence, patience et stratégie. Le paradoxe était étrange et lourd. Il pensait me contrôler. Mais moi, dans mon silence apparent, j'avais commencé à prendre le contrôle de mon propre destin. Et cette pensée m'a rempli d'une énergie secrète, silencieuse mais puissante. Je souriais doucement à ses mots, je hochais la tête à ses suggestions, et tout en jouant ce rôle, je me rapprochais mentalement de la liberté que je voulais ardemment, prête à agir au moment exact, sans bruit, sans alerte et surtout sans qu'il ne sache jamais que j'étais déjà plusieurs pas en avant. 10. Le piège subtil. Pendant que le voyage continuait, j'ai commencé à jouer un jeu encore plus délicat. Faire croire à Adrian que ses efforts fonctionnaient, que j'étais en train de céder à ses attentions, alors que mon esprit restait concentré sur mon objectif secret. Il essayait constamment de me rendre heureuse, achetant tout ce que je voulais, des vêtements luxueux, des bijoux précieux, et même une partie de l'avion, dans l'espoir que je lui appartienne totalement, que mon cœur lui soit entièrement dévoué. Chaque geste de sa part, chaque cadeau, chaque sourire calculé de sa part, était une pièce dans le grand échiquier qu'il croyait contrôler, mais moi, je jouais avec ces pièces à ma manière, les acceptant extérieurement, mais les utilisant pour renforcer ma couverture, pour ne pas éveiller ses soupçons. Il voyait dans mes yeux des signes d'amour, des moments où je semblais apprécier ses efforts, et ces instants étaient cruciaux, parce qu'il croyait que je tombais pour lui, alors qu'en réalité, je calculais mentalement chaque mouvement pour le moment de ma fuite. Il avait acheté un avion luxueux pour rendre nos voyages plus confortables, pour m'impressionner et me convaincre que je ne pourrais jamais partir. Mais moi, malgré la fatigue et le luxe, je voyais à travers ses gestes, et je restais concentrée sur mon plan silencieux. Chaque sourire que je lui donnais était un leurre. Chaque merci murmuré, une pièce dans ma stratégie, et je savais qu'il commençait à croire profondément que j'étais amoureuse de lui, que mon cœur était désormais entre ses mains, alors que secrètement, je me préparais à le trahir par intelligence et patience. L'enjeu devenait chaque jour plus intense, car il investissait tout pour me garder, et moi, je devais continuer à jouer parfaitement mon rôle, tout en gardant en tête que la vraie liberté se trouvait encore hors de sa portée immédiate. Chaque nuit, je planifiais en détail le moment exact où je pourrais agir, tout en acceptant ses cadeaux, ses attentions et son illusion de victoire, parce que la victoire réelle était encore à venir, et elle dépendait uniquement de ma patience et de ma stratégie silencieuse. Le cœur piégé. Pendant ces jours intenses de voyage et de luxe calculé, quelque chose d'inattendu a commencé à se produire dans mon cœur. Lentement, sans m'en rendre compte,
Je ressentais de l'affection pour Adrian. Une affection douce et troublante à la fois, une émotion que je n'avais jamais voulu ni imaginer. Je voyais sa vigilance, sa patience, et même sa manière de comprendre mes silences comme un miroir de ses propres sentiments, et cela m'atteignait plus profondément que je ne l'aurais cru possible. Chaque sourire qu'il me donnait, chaque cadeau, chaque mot doux que je croyais superficiel me touchait malgré moi, et je me surprenais à chercher son regard dans la foule, à attendre sa voix avec une impatience que je n'avais pas prévue. Mon plan de fuite restait intact dans mon esprit, mais maintenant, un nouveau conflit intérieur s'installait. La peur de le perdre, de gâcher ce lien naissant, et la nécessité de rester fidèle à ma liberté et à ma stratégie. Une nuit, alors que l'avion filait dans le ciel nocturne, je me suis retrouvée seule dans la cabine, et j'ai murmuré à moi-même « Peut-être que je l'aime déjà, mais je ne peux pas le montrer. » Cette pensée m'a effrayée autant qu'elle m'a troublée, car je savais qu'il n'avait pas encore perçu cette évolution et qu'il pourrait interpréter tout écart de mon comportement comme une faiblesse ou une ouverture. Le lendemain, je me suis approchée de lui avec prudence, jouant toujours le rôle de la fille calme et apparemment attachée, mais intérieurement, mon esprit était en ébullition. Je devais trouver un moyen de lui faire comprendre que je l'appréciais, mais sans trahir mon plan de fuite, sans lui donner le pouvoir total de me retenir. Dans un moment de sincérité douce, je lui ai dit, la voix légèrement tremblante, « Adrian, sors de cette idée que tu peux tout contrôler. Je suis en train d'apprendre à te connaître, et je crois que je ne veux pas te perdre. » Ses yeux se sont élargis, une lueur d'étonnement et de triomphe traversant son regard, mais je n'avais pas encore fini. Je devais faire passer le message que je l'aimais, sans lui révéler mes véritables intentions de liberté. Je lui ai donné un sourire qui cachait 1000 plans, un sourire qui parlait d'affection mais aussi d'indépendance, un sourire ambigu qui le rendait curieux, mais pas complètement sûr. Adrien, surpris et heureux, a resserré doucement son attention sur moi et a murmuré avec sa voix grave « Tu deviens vraiment mienne. Et je ferai tout pour que tu sois heureuse. » Il ne savait pas que chaque mot de tendresse qu'il prononçait était exactement ce dont j'avais besoin pour consolider sa confiance et préparer le moment parfait pour ma fuite. Je continuais à jouer ce double jeu, lui montrer des signes d'affection, rire à ses plaisanteries, accepter ses cadeaux somptueux et ses attentions exagérées, tout en planifiant dans l'ombre le moment exact où je pourrais agir silencieusement et efficacement. Mon amour naissant compliquait chaque décision, chaque mouvement, chaque sourire, mais il ajoutait aussi une force nouvelle, une clarté dans mon esprit, car je savais maintenant exactement ce que je voulais et pourquoi je devais agir avec patience et intelligence. Cette phase du voyage est devenue un ballet délicat, une danse de cœur et d'esprit, où je devais simultanément aimer et me protéger, attirer et me libérer, et chaque geste était calculé, chaque mot pesé avec soin. La peur de le perdre m'a donné du courage, et l'amour naissant m'a donné de la force, et ensemble, ils ont créé en moi un feu silencieux prêt à éclater au moment opportun. Ainsi, alors que l'avion continuait son vol, et que les lumières de la cabine reflétaient nos silhouettes, je savais que je devais attendre le moment parfait, combiner intelligence, stratégie et émotion, et préparer ma grande évasion tout en nourrissant ce lien naissant, fragile et dangereux, mais étrangement beau et humain. Les mots que je lui avais dits ont continué à voyager entre nous, silencieux mais puissants, comme une mélodie lente qui refuse de disparaître, et je voyais dans le regard d'Adrian qu'il y pensait, profondément, sérieusement, peut-être pour la première fois depuis longtemps. Il est devenu plus calme, plus attentif, et dans ses silences, je sentais une réflexion nouvelle, une lutte intérieure que je ne connaissais pas chez lui, comme s'il commençait enfin à imaginer une vie différente, une vie où le contrôle n'était plus nécessaire. Un soir, alors que nous regardions les lumières d'une ville inconnue depuis la fenêtre de l'avion,
Il m'a parlé avec une sincérité inhabituelle, en disant qu'il était fatigué de cette existence compliquée, de ces relations anciennes qui ne laissaient aucune place à la paix, et que mes paroles avaient ouvert une porte qu'il n'avait jamais osé regarder. Il m'a expliqué lentement qu'il voulait changer, qu'il voulait fermer des chapitres, terminer des accords anciens, mettre de l'ordre dans sa vie pour pouvoir construire quelque chose de vrai, de stable, de simple, et ces phrases longues et réfléchies ont touché mon cœur plus que je ne l'aurais cru. Je l'écoutais sans l'interrompre, et à chaque mot, je sentais mon amour grandir, non plus comme une peur déguisée, mais comme une chaleur sincère, parce que pour la première fois, il ne parlait pas de pouvoir ni de possession, mais de famille, de futur et de tranquillité. Il a dit qu'il voulait une maison, des matins sans urgence, des repas partagés sans tension, et même l'idée d'enfant qui rit dans un espace sûr, et en l'entendant, mes yeux se sont remplis de larmes silencieuses, parce que je voyais enfin l'homme derrière le rôle. Suivant, il a commencé à agir, pas seulement à parler, et j'ai vu des signes concrets de ce changement. Des appels plus courts, des décisions rapides, des adieux polis mais définitifs à un passé qui semblait le retenir, et chaque geste renforçait ma confiance. Je sentais que mon plan de fuite perdait peu à peu sa force, non pas parce que je devenais faible, mais parce que la situation changeait réellement, et cette transformation me faisait peur autant qu'elle me rassurait. Je lui ai avoué, avec une voix douce mais honnête, que j'avais eu peur, très peur, de le perdre et de me perdre moi-même, et il a pris ma main sans la serrer, sans la retenir, simplement pour me dire qu'il voulait avancer avec moi, pas devant moi, pas derrière moi. À ce moment-là, mon amour est devenu plus clair, plus fort, et je n'essayais plus de le fuir, mais de le comprendre, de le construire, de le protéger, et je savais que cette nouvelle voie n'était pas sans risque, mais elle était choisie. Il m'a promis une vie nouvelle, une vie familiale sans conflit, sans ombre du passé, une vie où la richesse servirait à créer du bonheur et non à enfermer. Et en l'écoutant, je me suis surprise à croire à ce futur. Je ne pensais plus à l'évasion immédiate, mais à une liberté partagée, à une paix construite ensemble. Et cette idée, fragile mais lumineuse, a rempli mon cœur d'un espoir profond. La renaissance. Le temps a passé doucement, sans bruit, et cette fois, le changement d'Adriane n'était ni une promesse fragile ni une illusion, née de la peur, mais une transformation réelle, visible dans ses gestes quotidiens, dans ses décisions calmes et dans la paix nouvelle qui habitait son regard. Il a commencé par fermer définitivement les portes de son ancien monde avec une patience étonnante, réglant les affaires restantes sans colère ni précipitation, choisissant la clarté plutôt que le contrôle, et chaque pas qu'il faisait dans cette direction me rassurait un peu plus. Peu à peu, il a tourné son énergie vers le bien, aidant des associations, soutenant des familles, finançant des projets utiles, non pas pour être vu ou admiré, mais parce qu'il voulait réparer, construire et transmettre quelque chose de bon, et je voyais en lui un homme nouveau, profondément humain. Je l'aimais chaque jour davantage, d'un amour serein et fort, un amour sans peur constante, sans fuite intérieure. Parce que pour la première fois, je n'avais plus besoin de me protéger. Je pouvais simplement être moi-même à ses côtés. Nous avons choisi une vie simple malgré le confort, une maison lumineuse, des matins lents, des repas partagés, et cette normalité que je désirais tant au début de mon histoire est devenue notre plus grande richesse. Un jour, il m'a demandé de l'épouser, sans luxe excessif ni mise en scène spectaculaire, seulement avec une sincérité profonde et une voix calme. Et j'ai dit oui avec des larmes de joie, parce que ce oui venait d'un cœur libre. Notre mariage a marqué un nouveau départ, et peu après, la vie nous a offert 2 enfants, 2 petites âmes qui ont rempli notre maison de rire, de fatigue douce et d'amour quotidien, et en les regardant dormir, je savais que tout le chemin parcouru avait un sens. Un soir, alors que nous étions seuls, Adriane m'a confié quelque chose de très intime
en me disant que sa mère lui répétait depuis toujours qu'un jour, l'amour vrai le changerait, qu'il deviendrait l'homme bon qu'elle voyait déjà en lui, même quand le monde ne le voyait pas. Il m'a regardé avec émotion, et il a ajouté que mon amour avait réveillé cette partie oubliée de lui, que grâce à moi, il était enfin devenu cet homme que sa mère avait toujours espéré, et en l'entendant, mon cœur s'est rempli d'une gratitude profonde. Aujourd'hui, quand je repense à tout ce que nous avons traversé, à la peur, à la fuite, aux stratégies silencieuses et aux choix difficiles, je comprends que l'amour n'est pas une prison quand il est vrai, mais un chemin de transformation et de liberté partagée. Mon histoire, notre histoire, se termine ici dans la paix, la stabilité, la réussite et la tendresse, et si je devais retenir une seule leçon, ce serait celle-ci. L'amour sincère ne sauve pas seulement les cœurs, il change les vies. Avant de partir, si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne, mets un like et partage ton avis en commentaire. Cela me soutient énormément. La sagesse du jour. Le véritable amour change les cœurs. Si une personne ne change jamais pour toi, ce n'est pas de l'amour vrai. Quand on aime sincèrement, on essaye toujours de devenir une meilleure version de soi pour la personne que l'on aime. Alors, si quelqu'un ne fait aucun effort, s'il ne change pas, ma chère amie, ce n'est pas toi le problème. Change de chemin, pas de valeur.